Merci de nous rester fidèles sur votre chaîne Wab Info TV. Bienvenue en tout cas dans ce nouveau numéro de Décryptage Info. J'ai le plaisir de recevoir Justin Ngoa Bani, il est acteur politique au sein du parti politique Birek, parti cher à Julien Paluku Kaongyo, le ministre de l'Industrie, Monsieur Ngoa. Justin Bani, bienvenue dans cette émission. Merci, Monsieur Gloire. Je vous salue. Je salue notre metteur en ondes, également tout le monde qui va nous suivre. Alors, le processus électoral en cours et l'insécurité grandissante dans l'est de la RDC. Et comment entrevoyez-vous d'abord jusqu'à maintenant le processus électoral? Est-ce que ça avance? Est-ce qu'il y a des doutes que vous mettez en place, bien que vous êtes de la majorité? Jusque-là, Monsieur le journaliste, il n'y a aucun doute que nous puissions mettre dans notre chef du fait que les choses évoluent très bien, la machine est en train de tourner, le bateau est en marche. Vous avez vu vous-même, hier, c'était la fin du moratoire pour la prolongation du délai du dépôt des candidatures aux législatives nationales. Et je penserais bien que comme les BRTC ont fermé cette IE-là, et dans quelques jours ici, quelques semaines, ça sera le tour des potentiels candidats ou des ambitieux pour les législatives provinciales. Nous connaissons très bien que vraiment les élections vont s'organiser comme le dit chaque fois le président de la CENI, le ministre de l'Intérieur, ne cesse de le dire, le président de la République également, comme quoi il n'y a pas vraiment question de dormir, nous devons mettre du courage, nous devons mettre de l'espoir parce que en décembre 2023, les élections doivent se tenir. Mais une certaine catégorie de la population reste jusqu'à maintenant sceptique, voire même, je vais dire, pessimiste quant à ces élections, parce qu'ils sont en train de décrier notamment certains problèmes que l'opposition met en place, notamment les fichiers électoraux, la crédibilité et tout ce qui va avec. Est-ce que vous croyez vraiment que ces élections seront bien organisées et qu'elles seront vraiment inclusives, alors que une certaine partie du territoire n'a pas eu accès à l'enrôlement et donc n'aura pas accès aux élections? Monsieur le journaliste, par rapport au territoire de Massissi, Rutshuru et Kwamut dans les Maïndombe, vous avez suivi vous-même le ministre de l'Intérieur en train de les marteler. Ils sont en train d'étudier les mécanismes, voir comment est-ce que ces sens-là, bien sûr, que nous pouvons reconnaître certaines petites erreurs de la part de la machine électorale qui est la CENI. Mais nous savons très bien que on est en train de se mettre au travail et les quelques défaillances qui peuvent s'observer sont en train d'être corrigées. Mais chose de dire que non, est-ce que les élections auront lieu ou pas? En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut enlever dans la tête. Le scepticisme, le pessimisme n'a pas de place. Nous devons nous mettre à l'attente, nous devons être aguerris, surtout en ce qui concerne les acteurs politiques et les candidats potentiels. Il faut être aux aguets, les élections pointent à l'horizon. Je salue d'ailleurs le courage de certains ambitieux, que ce soit à la présidentielle, à la législative nationale et provinciale, qui sont en train de se mobiliser, bien que d'autres encore dorment sous leur laurier. Mais quand même, il y a ceux-là qui ne cessent de ménager leurs efforts pour le processus électoral en cours. Mais à ce qui concerne maintenant la sécurité, vous croyez que nous aurons vraiment des élections démocratiques sous état de siège, alors que la plupart de certaines parties du territoire, je vais dire, de la province du Nord-Kivu, sont occupées par des rebelles, c'est-à-dire les terroristes du M23 qui sont financés par le Rwanda? Par rapport à l'insécurité, monsieur le journaliste, vous vous souviendrez que nous sommes à notre 4e expérience électorale, oui, après celle de 2006, 11 et 2018. 2023 sera notre 4e cycle électoral. Et si vous avez une bonne mémoire, vous allez vous rendre compte que, en tout cas, presque pour chaque cycle, il y a toujours des troubles, surtout dans notre partie orientale ici. Mais quand même, on ne cesse de s'en sortir. Et que donc, nous ne pouvons pas cesser à rappeler que notre prière, c'est de voir la situation sécuritaire se rétablir. Nous sommes en train de réfléchir là-dessus. Nous sommes en train d'interpeller même les gens ayant
ce pouvoir-là de le faire, entre autres, les chefs de l'État, le ministère de la Défense, les FARDC en général, voir comment on peut sécuriser, voir comment on peut stabiliser tout le territoire national, mais quand même, cela ne veut pas dire qu'on ne va pas organiser les élections à cause de cela. L'état de siège, je n'aurais pas beaucoup à parler là-dessus, du fait que c'est une matière régalienne à la présidence de la République, mais quand même, tout ce que je peux dire, c'est que la loi est claire quant à ça. La loi est claire quant à ça. Quand on veut organiser des élections dans une entité sous état de siège, on doit d'abord cesser avec celui-ci et remettre le pouvoir entre les mains des civils. C'est après ça qu'on peut organiser les élections. Mais avec l'état de siège, en tout cas, les élections ne peuvent pas être organisées. Mais on ne sait pas ce qui pourra surgir dans un avenir proche. Peut-être l'abrogation de cet état de siège, soit la requalification de cet état de siège. Attendons voir, comme ne cesse de le dire les sages, et peut-être demain ou après-demain, la situation peut s'améliorer. Est-ce que ce n'est pas cela qui met un peu les doutes dans la population, qui estime que l'état de siège n'a pas donné de résultats escomptés et que si on le maintient, va encore donner plus les doutes. Et beaucoup de gens, d'ailleurs, la plupart ne vont pas aller voter, ils vont rester à la maison. Bon, dire que certaines personnes n'iront pas voter, bien sûr. Parce que la plupart se sont félicités, c'est pour avoir une carte d'électeur considérée comme la carte d'identité. Et se disent, dès que j'ai ma carte, je reste chez moi. Monsieur le journaliste, ce qui est vrai, c'est que parmi les devoirs d'un citoyen, il y a aussi celui de voter, ses dirigeants. Et que donc, si une personne... Les s'abstiennent ne manquent pas. Oui, les abstentions ne manquent pas. D'ailleurs, si je me rappelle même de l'expérience de 2018, les taux de participation aux élections étaient de 45%. C'était de 45%, c'est-à-dire les 55 autres n'avaient pas participé au scrutin du 30 décembre 2018. Mais cela n'a pas fait que les élus ne soient pas proclamés, cela n'a pas fait que les choses ne puissent pas avancer. Et que donc, mon appel doit être celui d'appeler tous les votants ou les électeurs à participer à l'élection des dirigeants, le président de la République, les députés provinciaux et nationaux, mais on ne peut pas passer outre la mesure de dire qu'on aura toujours des abstentions. Ça ne manque toujours pas. Le taux électoral n'a jamais été à l'unanimité à 100%. L'opposition craint que, par rapport au fichier électoral, oui. C'est une campagne d'ailleurs que Martin Fayulu a lancée. Ce n'est pas d'élection sans tenir compte de la révision ou de changer les fichiers électoraux. L'opposition craint qu'il y a 10 millions d'électeurs qui sont fictifs, c'est-à-dire des faux électeurs. Pourquoi la CENI ne veut pas en tenir compte? Non, monsieur le journaliste, au même moment que les opposants disent qu'il y a un grand nombre ou des milliers de fictifs, au même moment ils disent encore que non, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas participé à l'enrôlement. Est-ce que ce n'est pas vrai? Et que donc, tout ce que nous connaissons dans ces pays, parce que nous ne sommes pas des visiteurs dans ces pays, il est le nôtre, nous en avons de l'expérience par rapport à la matière politique. Les opposants ne manquent pas toujours de chantage, les opposants ne manquent pas toujours de subterfuges, les opposants ne manquent pas toujours de propos pouvant occasionner leur boycott vis-à-vis du processus électoral. C'est logique quand même. Bon. En guise de la liberté d'expression comme le prônait Voltaire au XVIIIe siècle. Oui. Moi, je peux dire qu'ils ont raison et c'est de leur droit même de dire tout ce qu'ils peuvent. Mais quand même, la machine va tourner, le bateau est en marche, les choses vont évoluer parce que si on se fiait aussi aux paroles des opposants, oui. Mon cher journaliste Gloire Balolague, les choses ne peuvent pas avancer. Parce que les opposants, tous les jours, ce qui est blanc, ils disent que c'est noir. Ce qui est noir, ils disent que c'est blanc. Les opposants ne sont pas sérieux. Les opposants, d'ailleurs, j'ai pu dire qu'ils n'ont pas une certaine dose du vrai patriotisme.
parce que normalement, les vrais opposants tels que nous le voyons sous d'autres cieux, ils appuient l'action gouvernementale, ils appuient les bonnes initiatives républicaines. Les opposants, en certaines matières, ils n'ont pas de propos à s'opposer. Au contraire, ils donnent des avis favorables, ils donnent des orientations, ils donnent des suggestions pour la bonne marche des choses. Mais ici, chez nous, l'expérience est tout autre. Mais l'opposition ne fait que jouer ce rôle. Quand il fait le contrepoids au pouvoir, c'est tout à fait logique. Faire le contrepoids ne veut pas dire demeurer dans le pessimisme, monsieur le journaliste. Ils sont dans l'opposition dite républicaine et d'autres sont dans les radicales. Oui, oui. Que ce soit les opposants républicains, que ce soit les opposants radicaux, oui. Bon, moi je peux dire que peut-être tous sont des oiseaux de même plumage. Parce que jusqu'à la preuve du contraire, vous trouverez que ni d'un côté ou d'un autre, il n'y a pas là où on appuie la CENI, il n'y a pas là où on appuie l'action gouvernementale, alors que cela est du devoir de tout citoyen de contribuer aussi au développement de son pays. C'est pas seulement l'opposition, mais la société civile avait demandé que la CENI reste, soit indépendante et qu'elle tienne compte, je veux dire, des revendications de l'opposition, parce que c'est logique et légitime. Je ne sais pas de quelle société civile vous parlez, monsieur le journaliste. C'est seulement la société civile. Parce que moi, de ma part, je connais une très grande composante de la société civile, entre autres les laïcs catholiques, qui, eux, ont déclaré il y a moins d'une semaine qu'ils soutiennent, les CLC bien sûr, qu'ils soutiennent le processus électoral qui est en marche, et ils font un appel pathétique à tous les acteurs politiques de la majorité ou de l'union sacrée ou de l'opposition de faire en sorte que les choses aillent de l'avant. Ils ont appelé au dialogue. Le dialogue, on ne peut pas se désemparer, monsieur le journaliste. Les dialogues étant des Africains, nous sommes liés toujours à des dialogues. Tant soit peu, d'une manière ou d'une autre, nous devons dialoguer. Et avant si, ou après les élections? Écoutez, avant ou après les élections, le dialogue doit être permanent en cas de nécessité. Au moment où la classe politique congolaise juge opportun un quelconque dialogue, on ne peut pas vraiment s'en désemparer. Est-ce que ce dialogue peut être vraiment, est-ce que c'est vraiment opportun de le faire pendant cette période? Pendant cette période, nous sommes d'abord occupés par les élections. C'est pas pour le partage de Pendant cette période, monsieur le journaliste, ce n'est pas d'abord le moment opportun pour un quelconque dialogue. Okay. À l'heure actuelle, toutes les énergies sont focalisées vers le processus électoral, c'est-à-dire la société civile, les acteurs politiques, les scientifiques, tout le monde est en train de se préparer pour les élections en cours. Monsieur le journaliste, je suis en train de soutenir l'idée selon laquelle on ne doit pas penser chaque fois au dialogue avant chaque processus électoral. Ça, c'est d'ailleurs la devise des faibles. Après avoir jugé que peut-être on n'a pas une bonne santé politique et que peut-être on n'est pas prêt pour gagner des sièges, on privilégie la voie du dialogue pour voir si on peut se retrouver dans tel ou tel autre gouvernement. Et nous devons évoluer, monsieur le journaliste. Oui. Je disais qu'il y a un musicien, je pense ouest-africain, qui chantait que tout change, tout évolue. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Pourquoi pas nous les Congolais, monsieur le journaliste? Il y a une idée derrière cette idée du CLC qui demande les dialogues pour résoudre ou trouver une solution à tous ces problèmes. Jusque-là, les CLC n'a pas encore demandé le dialogue. D'ailleurs, j'ai suivi il y a quelques temps, ils étaient en train de soutenir les processus électoraux en cours. Ils ont signé un communiqué et ils ont appelé au dialogue. Voilà. J'ai bien dit leur communiqué. En vrai dire, à l'heure actuelle, le dialogue n'a pas de place. Toutes les énergies sont focalisées vers les processus électoraux. C'est avec ça que on peut se tailler une nouvelle classe politique. C'est avec ça qu'on peut espérer gagner un poste électoral qui est la CENI. Alors, on n'a pas encore déposé les candidatures pour les élections législatives provinciales. À la présidentielle, même chose.
Alors, en foi de quoi vous pouvez dire que non, les élections sont déjà gagnées en l'avance. Qui est candidat, qui ne l'est pas, on ne connaît pas encore. Pour le compte du pouvoir. Monsieur le journaliste, tout ce que je sais, c'est que il n'existe qu'une seule voie pour gagner les élections, c'est d'avoir un bon programme à présenter au souverain primaire qui est la population, qui doit se choisir ses dirigeants. C'est à partir de cela que vous pouvez gagner les élections. Mais dire que vous allez gagner les élections à l'avance, c'est un langage qui ne tient pas debout. Merci beaucoup, messieurs. Madame, messieurs, en tout cas, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Quel est votre mot de conclusion en 30 secondes? Mon mot de conclusion, c'est que nous devons avoir nos apaisements. Oui. Quant à ce qui concerne la pacification de la région de l'Est, les énergies sont en train d'être consenties par l'exécutif. Le gouvernement est en train de s'y apprêter. Même nos forces républicaines, le FARDC, sont en train de travailler là-dessus. D'ailleurs, j'ai été content la fois dernière quand on a fait retourner les opérations militaires entre les mains de son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire. C'est quelque chose qui nous a beaucoup enchanté. Je sais très bien que les choses vont très bien. D'ici là, nous allons vivre encore dans un monde où va régner une paix durable au regard de tous les efforts qui sont en train d'être consentis par rapport à cela. En ce qui concerne les élections, monsieur le journaliste, la machine est en train de tourner. Les élections vont se tenir dans les délais bien indiqués dans le calendrier électoral, et que donc les électeurs, la classe politique, tout le monde, en ce qui lui concerne, est appelé à se préparer parce que le mois de décembre, c'est un mois décisif pour la vie nationale en RDC. Merci beaucoup, Justin Ngouabani. C'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Également, nous, monsieur le journaliste, nous vous remercions grandement. Nous remercions également notre chaîne WebInfo, WebInfo TV, pour les invitations chaque fois en cas de nécessité. En tout cas, nous sommes disposés à répondre aux invitations, mais aussi nous vous encourageons aussi pour tous les efforts que vous consentissez pour l'avancement de notre maison, notre chaîne dont nous parlons. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes cadre de Burek en Provence du Nord Kivu. C'était un plaisir de vous recevoir. J'espère à la prochaine, on pourra décortiquer un autre sujet d'actualité. Madame, messieurs, je vous fixe un autre rendez-vous la semaine prochaine avec le même plaisir. Au revoir.